C'est un aspect méconnu du passé de l'Amérique. Un passé plus riche, plus étonnant que celui que nous pensions connaître. Terres indiennes nous entraînent à travers 4 siècles d'histoire, sur un continent immense. La chose la plus importante qu'un individu puisse posséder, c'est le pouvoir. Et ça fait peur. C'est l'histoire de l'espoir et du courage d'un peuple qui a lutté pour survivre. Notre culture était sur le point d'être anéantie. Tout notre mode de vie allait disparaître. Toutes les tribus de ce pays ont vécu l'horreur absolue quand elles ont été confrontées à cet envahisseur. Nous avons fait subir une véritable purification ethnique aux Indiens du Sud-Est. Ils ont fait ce qu'on leur avait fait. Mais en mieux. Du jour où les Européens ont débarqué, nous avons dû lutter par tous les moyens pour survivre. Découvrez cette facette de l'histoire américaine. Racontée par ceux qui la connaissent le mieux. L'histoire de destins remarquables et inoubliables. The Master of Life has appointed this place for us to light our fires. And here we shall remain. On ignore presque tout du banquet le plus emblématique de l'histoire de l'Amérique, à commencer par sa date. Il a probablement eu lieu à la fin de l'été 1621, un peu moins d'1 an après l'arrivée d'un petit groupe d'étrangers sur le territoire des Wampanoag. Au cours de leur premier hiver sur les côtes inhospitalières de l'Amérique du Nord, la moitié de ces hommes, femmes et enfants ont succombé à la maladie, au froid et à la faim. Mais l'été suivant, grâce à l'aide des Wampanoag, les pères pèlerins savent que leur récolte leur permettra d'affronter la saison froide qui s'annonce. Et ils entendent rendre grâce à Dieu. En ce jour de Thanksgiving, le chef Massasoit se présente à la colonie de Plymouth avec une délégation de Wampanoag, incertain de l'accueil qu'il va recevoir. Il y a des moments où les colons repoussent les Wampanoag et d'autres où ils se rapprochent d'eux, selon les circonstances. Mais là, ils célèbrent le fait d'avoir survécu. Et ils savent que ça n'aurait sans doute pas été le cas sans l'aide des Indiens. Ces derniers sont donc les bienvenus.
They're welcome. The governor cannot man him to stay. Massasoit et ses hommes ne sont pas venus les mains vides. Ils ont apporté 5 cerfs fraîchement tués. C'est leur contribution au festin qui va durer 3 jours. Musketeers, make ready! Musketeers, fire! Le rapprochement entre les Indiens et les pèlerins était assez improbable. Mais les deux communautés ont une chose en commun, un besoin urgent d'alliés. Les colons sont seuls dans un nouveau monde, séparés de leurs amis et de leurs familles par un immense océan. Quant aux Wampanoag, sérieusement affaiblis par des vagues d'épidémies, ils vivent dans la crainte des tribus rivales. En 1621, cette alliance apparaît donc à chaque clan comme une véritable aubaine. La fête de Thanksgiving à Plymouth est un événement inhabituel. C'est quelque chose qui ne s'est jamais reproduit. Ça témoigne de la nature de leur relation à l'automne 1621. Désormais, les Anglais savent qu'ils vont pouvoir survivre grâce aux Amérindiens. Des liens étroits se tissent entre les principales personnalités politiques des deux camps et entre les autres individus aussi, pour autant qu'on sache. Hop, hop, hop. Hop, hop. Pour ceux qui ont traversé l'Atlantique à la suite des pères pèlerins, ce premier Thanksgiving s'inscrit dans la mythologie nationale comme le prologue radieux de la création de l'Amérique. Mais pour Massasoit et les Wampanoag, le souvenir de cette journée sera bientôt assombri par un sentiment de trahison et de deuil. C'est comme si on prenait le mythe du premier Thanksgiving et qu'on le lisait à l'envers. On a une histoire sombre et triste, une histoire de cruauté et de pouvoir. Avec le recul, même s'il avait le sentiment d'être resté fidèle à lui-même, Massasoit a sûrement regretté ce qu'il avait fait. Il s'est sûrement dit « Et si nous avions traité ces gens différemment ?» Ils vivent dans un endroit privilégié, à l'extrémité d'un monde là où voit poindre le jour. Et ils se font appeler les Wampanoag, le peuple de l'aurore. Vous êtes ici, à l'Est. Vous voyez le soleil se lever. Dans le monde que vous connaissez, vous êtes le peuple de l'aurore. Vous êtes les Wampanoag. Après s'être levé, le soleil poursuit sa course vers l'ouest, en révélant progressivement plus de 4800 kilomètres colonisés par l'homme, de l'océan Atlantique jusqu'au Pacifique.
Les Indiens ont façonné ce continent. Ils ont créé des civilisations qui sont apparues et ont parfois disparu bien avant l'arrivée des Européens. Si on observe l'ensemble du continent à cette époque, on a les Shawnee dans la vallée de l'Ohio, les Cherokees dans le sud-est, les Sioux à l'ouest, dans la région des Grands Lacs et jusqu'aux plaines centrales, les Apaches dans les plaines du sud et dans le sud-ouest. Partout en Amérique du Nord, il y a des villages, des tribus et des peuples qui ont déjà une histoire. La Confédération des Wampanoag n'est qu'une infime partie de ce réseau de tribus qui couvre toute l'Amérique du Nord. Le territoire du peuple de l'Aurore borde le littoral. Au nord, il y a le peuple de la Grande Colline, les Massachusetts. À l'ouest et à l'intérieur des terres, les Nipmuc, le peuple de l'eau douce. Et enfin les Mohicans, les Pequot et les Narragansett. Vous avez une sorte de grand cercle dans lequel, même s'ils parlent différents dialectes algonquins, les gens peuvent communiquer. Ils se marient les uns avec les autres, font du commerce, partagent les ressources. C'était un groupe de communautés qui s'étaient mélangées, mais elles avaient chacune leurs intérêts, leurs problèmes politiques, leurs guerres et leur commerce. L'interaction politique était très forte dans cette région. Parfois ça se passait bien et d'autres fois non. Mais on résolvait les conflits par la manière forte ou par la négociation. À certaines occasions, la tradition voulait qu'on pardonne les offenses. Au moment de la fête du maïs vert, par exemple, juste avant la récolte, on pardonnait toutes leurs offenses aux différentes personnes avec qui on était en mauvais termes. On les invitait à la fête, et là, on partageait des chants et des danses. On le fait encore aujourd'hui, car tout ce que nous avons est un don du Créateur. La demi-douzaine de tribus voisines a trouvé un équilibre, les plus faibles payant un impôt aux plus fortes. Mais les Wampanoag sont assez nombreux pour défendre leur territoire contre leurs plus proches rivaux, les Narragansett. Et les richesses naturelles du pays apaisent les tensions intertribales. Les bas-fonds marins et les baies regorgent de crustacés. Des rivières intérieures arrosent les champs où les Wampanoag cultivent du maïs, des haricots et de la courge. Dans les forêts, le gibier abondant leur procure assez de nourriture et de fourrure pour surmonter l'hiver. En 1615, ils sont plusieurs dizaines de milliers à vivre sur cette terre. Les explorateurs qui ont traversé la Nouvelle-Angleterre décrivent tous des villages autochtones très peuplés. Samuel de Champlain, qui naviguait pour les Français, a d'ailleurs renoncé à coloniser la région à cause de ça. Depuis près d'un siècle, des navires étrangers longent régulièrement la côte des Wampanoag, telles des apparitions à l'horizon. Quelques explorateurs et pêcheurs européens, bizarrement accoutrés, débarquent parfois. Mais aucun n'essaye vraiment d'établir un contact. Ils ont la réputation de tuer les Indiens ou de les kidnapper. Mais 100 ans après Christophe Colomb, les Européens n'ont encore laissé aucune véritable empreinte sur la terre des Wampanoag.
Entre 1617 et 1619, une épidémie a balayé la Nouvelle-Angleterre. On ne sait pas exactement ce que c'était. Les symptômes décrits semblent suggérer plusieurs maladies. Il est possible qu'elles se soient succédées rapidement. Normalement, quand il y a une épidémie, des gens tombent malades puis récupèrent alors que d'autres sont contaminés. Là, ils sont tous tombés malades en même temps. Les Indiens interprétaient la maladie comme une invasion de puissances spirituelles hostiles. Les chamans, qu'on appelait des Powas, étaient experts dans l'art de combattre les esprits de certaines maladies. Mais là, ils étaient impuissants et succombaient souvent eux-mêmes. Les Indiens en parlent comme du moment où le monde marchait sur la tête. Il arrivait qu'un village entier ne compte que 2 survivants. Et ces 2 survivants n'étaient plus des gens comme les autres. Ils avaient vu tous ceux qu'ils connaissaient mourir dans des souffrances épouvantables. Non seulement la population était décimée, mais les survivants étaient profondément affectés par ce qu'ils avaient vécu. On imagine mal à quel point ils étaient vulnérables. Ils ont vécu une sorte d'apocalypse. Massasoit a vu périr de façon incompréhensible les 9/10 de son peuple. Ils ont été terrassés par d'invisibles microbes contre lesquels les Indiens n'étaient pas immunisés. Des maladies apportées par les navigateurs européens. Quand cette saison de mort s'achève enfin, les Narragansett, largement épargnés par l'épidémie, lancent une série de raids contre leurs voisins. Les Wampanoag assiégés s'en remettent à Massasoit pour les guider vers un avenir incertain. En décembre 1620, après 66 jours en mer, dont 5 semaines éprouvantes à l'extrémité nord de Cape Cod, un groupe d'Anglais dépenaillés jette l'ancre de son vaisseau, le Mayflower, au large des côtes américaines. Quelques hommes montent dans une barque et sont envoyés à terre en reconnaissance. Ces pèlerins ont été chassés d'Angleterre à cause de leur fanatisme religieux. Et ils n'ont nulle part ailleurs où aller s'ils échouent à se faire une place dans le Nouveau Monde. Peu après avoir débarqué, les éclaireurs tombent sur le village Wampanoag de Patuxet. Avant le XVIIe siècle, Patuxet était un grand village indien de plus de 2000 habitants. En 1618, la maladie a réduit la population à presque 0. À leur arrivée, les Anglais découvrent des maisons en ruine, des champs en jachère et des ossements humains dispersés par les animaux. Cette désolation est pour eux la preuve que Dieu veille sur le peuple élu et lui fait place nette. Patuxet jouit d'un accès privilégié à l'eau douce, d'un petit port et d'une hauteur pour se défendre.
Les pèlerins installent leur unique canon sur une colline voisine et baptisent la colonie New Plymouth. Les fortifications sont largement insuffisantes et malgré leur faiblesse, les Wampanoag pourraient aisément massacrer les étrangers. Mais Massasoit se contente d'envoyer ses guerriers les surveiller. Dans leurs journaux, les pèlerins eux-mêmes disaient voir des Indiens. Ils envoyaient même quand il n'y en avait pas, parce qu'à chaque fois qu'un buisson bougeait, ils pensaient qu'il y avait un Indien derrière. Notre peuple maintenait une surveillance constante, c'était une question de survie. Il fallait surveiller ces gens, voir comment ils étaient et ce qu'ils faisaient. Les Indiens constatent que ces étrangers sont venus avec des femmes et des enfants, contrairement aux autres Européens qu'ils ont vus ou dont ils ont entendu parler. Dans la tradition Wampanoag, quand on cherche les ennuis, on n'amène pas les femmes et les enfants. Ces gens accompagnés de femmes et d'enfants ne sont donc pas perçus comme une menace. Par ailleurs, ils ne sont pas en bonne santé et ils meurent de faim. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, that obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. We pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfill the good pleasure of his goodness. Plus ils les observent, et plus les Indiens ont pitié des nouveaux venus. 102 pèlerins ont traversé l'Atlantique. Au milieu du premier hiver, 15 d'entre eux ont succombé à la maladie et aux privations. À l'arrivée du printemps, ils ne sont plus que 57. 13 des 18 femmes sont mortes. Cependant, leur volonté manifeste de survivre envers et contre tout inquiète un nombre croissant de Wampanoag. Alors même que plusieurs grands chefs de tribus ou sachem appellent à en finir avec les colons avant qu'ils ne s'implantent pour de bon, Massasoit recommande la patience. C'est lui qui décidera du sort des étrangers. Le chef du clan des Pokanoket s'est élevé tout en haut de la confédération des Wampanoag. C'est ce qui lui vaut son titre de Massasoit, ou Grand Sachem. Massasoit est une sorte de chef de village ou de super chef de village très représentatif du monde algonquin. C'est un homme qui jouit d'un grand respect parmi les siens. Il n'a pas le pouvoir de coercition d'un souverain ou d'un monarque européen. C'est quelqu'un qui dirige par l'exemple, et les gens ont foi en son autorité et en son expérience. Tout au long de l'hiver, Massasoit hésite sur la décision à prendre. Dans un premier temps, il a eu envie d'envoyer les colons au diable et de les regarder mourir. Mais son peuple affaibli a besoin d'alliés. Malgré le lourd tribut qu'il paye au Narragansett, le Sachem sait que ses voisins peuvent à tout moment envahir les derniers villages Wampanoag. Il est aussi conscient que les étrangers viennent d'une grande puissance économique et militaire. Au cours de l'hiver 1620-1621, Massasoit a sûrement envisagé la possibilité d'une sorte d'alliance. Les pèlerins semblaient relativement manipulables, d'autant que 50% d'entre eux n'avaient pas survécu au premier hiver. Comme tous les Indiens qui vivaient le long de la côte, Massasoit a dû se dire « C'est parfait. Si je garde ces gens ici, j'obtiendrai d'eux les choses qui m'intéressent en Europe et je pourrai les contrôler. C'est un allié qui nous sera utile à mon peuple et à moi. »
Kisikwan kadabalamis nuichi iu kisikak wanigan. Panu papa binam wa andamai ni nadusa nuichi. Wananumia wache ninimi siniwak. It's over here. Just a hand there. Country ain't fit for man or beast. That's ready now. We'll need more wood over here. She's just there. We'll need a cut more over here. Get the gun here. Get back there. Steady, boys. Stay there. Au début du printemps 1621, Massasoit envoie une petite délégation à la rencontre des colons. All right, stay back, everyone. Come on. Look at us. Please. Le chef des Wampanoag attend de l'autre côté d'une rivière avec 60 hommes. Avant d'entrer dans Plymouth, il exige que les pèlerins lui remettent un otage. Don't worry. Be right here. Les Anglais choisissent un homme de 25 ans, Edward Winslow. Sa femme est déjà mourante, il n'a plus grand-chose à perdre. You're all right, lad. Il accepte de servir d'otage et de transmettre un message du gouverneur John Carver invitant Massasoit à engager des pourparlers. I come from King James, who welcomes you with love and peace. The King says, my lord, is his friend and ally. Please, enter our village. Mr. Carver, the governor, like to speak with you. Please, we wish to be at peace with you as our closest neighbours. Please. L'un des Wampanoag qui accompagne le grand Sachem fait office d'interprète. Tisquantum, ou Squanto, a été kidnappé plusieurs années auparavant et vendu comme esclave en Europe. À son retour, il parlait quelques mots d'anglais et s'était familiarisé avec les coutumes européennes. My king welcomes you here. C'est l'une des toutes premières de ces signatures de traités qui vont occuper une telle place dans les relations des Anglo-Américains avec les Indiens sur tout le continent. We want to be at peace with you. We want you to promise that none of your people will harm any of our people. Uten, Kakantam, Wana Kenya, Wana Te Naspi Ninoa. Anunas mata no was iao nanog. Let us agree then that if anyone unjustly attack you, then we will help you. And if anyone unjustly attack us, then you will help us. Dans les deux camps, l'heure est aux réjouissances. Les pèlerins ont trouvé des amis pour les aider à affronter les difficultés inconnues de leur nouvelle patrie. Quant aux Wampanoag, ils deviennent les premiers interlocuteurs privilégiés de la colonie anglaise.
Il est très clair que Massasoit considère l'ensemble du traité comme réciproque. Tout à la fin du document, il est spécifié « Si vous faites ces choses, le roi Jacques vous tiendra pour ami et allié ». Il paraît donc tout à fait logique que les Indiens voient ça comme une alliance, une réunion entre amis. Dès que le traité est conclu, Massasoit dit « Je reviendrai demain et nous planterons du maïs de l'autre côté de la rivière ». Ce qui revient à dire « Nous formons un même peuple, nous allons tout partager ». Au cours des mois qui suivent, les deux communautés codifient petit à petit leur alliance. En signe d'amitié, Massasoit cède officiellement aux pèlerins le village de Patuxet, avec toutes les terres cultivables et les terrains de chasse qui l'entourent. En juillet, Edward Winslow parcourt 65 km pour apporter une chaîne en cuivre au grand Sachem dans son village de Pokanoket. Les Wampanoag promettent de ne pas commercer avec les Français, et en échange, Massasoit devient l'unique intermédiaire entre les Anglais et les autres tribus. Quelques semaines après la visite de Winslow, les colons convient leurs alliés indiens à leur premier Thanksgiving américain. Mais c'est une marque de respect personnel qui va sceller leur lien définitivement. En février 1623, Plymouth reçoit un message annonçant que Massasoit est entre la vie et la mort. Comme beaucoup d'Algonquins, Winslow se précipite à son chevet. Winslow explique que c'est ce que font les Indiens. Quand un ami est malade, tout le monde se réunit à son chevet. C'est un de ces moments où Winslow fait ce qu'il sait que les Indiens attendent de lui. Massasoit? Suncanal, Winslow. Nox Massasoit. Nox Kawatatía. Nombre Neto. Edward Winslow est un homme très intéressant. À Plymouth, il était l'adjoint du gouverneur et il a pris sur lui de devenir le principal émissaire de Massasoit. Mitzig, Massasoit. Mitzig. Certains Indiens avaient un système de double autorité. C'est-à-dire qu'il y avait un chef principal, ou chef de l'intérieur, qui dirigeait l'ensemble du clan et restait au sein de la communauté. Et un chef de l'extérieur, qui s'occupait essentiellement des affaires étrangères et de la guerre. Winslow est le chef de l'extérieur. Please, Heavenly Father, watch over your child, Massasoit. Imbue him with your strength of spirit. Restore him to health. Que le médicament de l'anglais y ait été ou non pour quelque chose, Massasoit finit par se rétablir. Et Winslow, qui représente toute la colonie de Plymouth, est là lorsqu'il peut enfin se lever. Matanawanatan, Kawamano Sui. Malgré la confiance croissante qui unit le jeune Anglais et Massasoit,
Les rapports entre les colons et les Wampanoag restent limités. Les pèlerins sont membres d'une église séparatiste. Ce sont de fervents chrétiens qui ont fui l'ancien monde pour empêcher le vice de corrompre la lumière divine qui les guide. Or, les influences corruptrices rôdent partout. Même Winslow, pour qui les Wampanoag et les autres tribus sont pourtant dignes de confiance, vifs d'esprit et justes, s'inquiète des contacts rapprochés avec les Indiens. Au début du XVIIe siècle, les gens font connaissance avec circonspection. Plus les deux communautés deviennent dépendantes l'une de l'autre, plus elles échangent de marchandises et d'idées, et plus les familles, les femmes et les enfants entrent en contact. D'une certaine manière, les deux peuples finissent par partager beaucoup. Les Anglais ressemblent davantage aux Indiens. Ils s'habillent comme eux, utilisent des mots indiens, se familiarisent avec leurs traditions. Et les Indiens ressemblent davantage aux Anglais. Beaucoup parlent anglais, portent des vêtements anglais, construisent des maisons anglaises. Il y a une réciprocité d'échange dont on pourrait se dire « C'est formidable, quel incroyable tableau multiculturel !» Mais en fait, ça rend tout le monde très nerveux. Les Anglais surtout sont méfiants. Très inférieurs en nombre, ils sont convaincus que beaucoup d'Indiens nourrissent contre eux une haine invétérée. Ils savent aussi que Massasoit ne peut pas les protéger contre tous les dangers. Au printemps 1623, quand le bruit court d'une attaque imminente des Massachusetts, les pèlerins organisent un raid préventif meurtrier sous les ordres de Miles Standish, le capitaine de la milice. Ils reviennent avec un trophée destiné à dissuader leurs ennemis. Gentlemen, here's a proper trophy. Edward Winslow écrit « Cette exécution soudaine et inattendue terrifia tellement les Indiens que beaucoup quittèrent leur maison. Pendant cette errance, la plupart tombèrent malades et moururent. » Malgré la brutalité de cette attaque, Massasoit conseille à ses sachems de rester en relation avec Plymouth. Les Wampanoag sont les amis privilégiés des Anglais, et ces derniers ne vont quand même pas s'en prendre à leurs amis. Massasoit parvient à maintenir cette paix très longtemps. Et on peut en conclure que ce n'est pas seulement grâce à son charisme et à son autorité. Étant donné la nature de la société indienne, il représente forcément la volonté de la majorité. Les Indiens voulaient certaines choses des Européens, des couteaux, des haches, des épées et des pointes en acier. Les Européens apportent par exemple des bouilloires en métal, très utiles aux Indiens, et les Indiens les incorporent à leur propre culture. Chez les Indiens, le commerce sert à établir un lien de réciprocité entre les gens. Mais comment faire pour amener les Anglais dans ces liens de réciprocité ? On vivait au bord de la mer et on récoltait les palourdes pour faire de la soupe et plein d'autres bonnes choses. Après avoir mangé l'intérieur, on conservait le coquillage. On ne gâchait rien de ce que nous donnait le Créateur. Et c'est à partir de la spire pourpre des coquillages qu'on fabriquait les perles de wampum. Toutes les tribus respectaient le wampum. Il avait une valeur spirituelle plus encore que matérielle. On l'utilisait dans les cérémonies pour conclure des accords et officialiser une transaction. Une fois que les perles de wampum étaient échangées, il n'était plus question de rompre le mariage ou le traité. C'était trop sacré, on ne va pas contre le Créateur. Au départ, les Européens ont dit « ça doit être comme l'argent ou l'or ». Les Indiens s'en servent pour faire du commerce. Ils l'ont donc accepté aussi. Le wampum était considéré comme la monnaie amérindienne. Habitués à une économie monétaire, les Européens troquent leurs marchandises contre des perles de wampum, faisant ainsi de l'amulette traditionnelle l'argent du territoire américain.
Grâce à ce nouveau système, le commerce prospère. Les négociants anglais s'arrachent les fourrures du Nouveau Monde. Dans les rues de Londres, la toque en castor est l'accessoire à la mode. Et à Plymouth, on attend avec impatience les navires marchands anglais. Avec l'importation de pointes en acier, les Indiens augmentent considérablement la production de wampum. Il est beaucoup plus facile de fabriquer les perles de wampum, de percer le coquillage, avec une pointe en acier plutôt qu'en pierre. Si bien que tout d'un coup, l'offre s'accroît énormément. Les tribus de l'intérieur, dont l'accès au wampum était jusque-là très limité, peuvent s'en procurer. Et ces groupes-là ont aussi des fourrures et d'autres choses à vendre aux Européens. La colonie de Plymouth a besoin de Massasoit pour établir des liens commerciaux avec d'autres tribus. Et Massasoit devient donc le point central de tous ces échanges régionaux. Les fourrures, les produits européens et le wampum s'échangent entre différents groupes, selon les moments. Une fois les pèlerins intégrés à ce réseau d'alliances, le pari qu'a fait Massasoit en les accueillant semble porter ses fruits. Lorsqu'il faisait le point sur cette première décennie, il devait se dire qu'il avait bien travaillé. Tout portait à croire qu'il était possible pour les Wampanoag et les autres tribus du sud de la Nouvelle-Angleterre d'envisager une cohabitation profitable avec les Anglais. Au printemps 1630, une flotte de bateaux menée par l'Arabella fait son apparition au nord de Plymouth, avec à bord 1 millier d'immigrants. Alors que les pèlerins fuyaient l'Europe, les puritains comptent recréer une nouvelle Angleterre plus pieuse en Amérique. Partis avec un prêt du roi pour établir la colonie de la baie du Massachusetts, ils se sentent investis d'une mission. À l'époque, dans toute l'Europe et en particulier dans les royaumes chrétiens, on croyait avoir le droit de s'approprier les terres qui n'étaient pas occupées par des peuples chrétiens. Cette idée avait une base religieuse autant que politique, dans le sens où c'était une pratique édictée par Dieu pour répandre le christianisme et la civilisation européenne. On avait une obligation morale à agir ainsi. À bord de l'Arabella, quelques jours avant le débarquement, le futur gouverneur de la nouvelle colonie, John Winthrop, décrit une vision épique. « Le Seigneur nous accordera les louanges et la gloire, car nous serons comme une cité sur la colline. Les yeux de tous les peuples seront rivés sur nous. » Au cours des 5 années qui suivent, des milliers de puritains déferlent sur la baie du Massachusetts. Ils bâtissent une ville après l'autre, mettant à profit les épidémies de variole qui déciment les tribus de Nouvelle-Angleterre. Un des historiens puritains, je crois bien que c'était un pasteur, a évoqué la mort de tous ces Indiens Massachusetts en disant « La terre était presque purgée de ces pernicieuses créatures pour faire place à une meilleure race. » Il parle là de femmes et d'enfants, mais son récit est imprégné de ce sentiment de supériorité européenne. Il en arrivait toujours plus, un bateau après l'autre. Tous ces gens qui viennent d'Angleterre ont le sentiment d'être dans leurs droits. Ils se représentent les colonies comme un espace immense qu'ils vont pouvoir occuper et des ressources abondantes dont ils vont pouvoir disposer. En moins d'une génération, les Wampanoag voient leurs voisins anglais passer de 300 à 20 000. Les animaux amenés par les Anglais font de véritables ravages parce qu'ils sont laissés en liberté. Les cochons en particulier n'avaient visiblement aucun prédateur naturel ici.
Les récits parlent d'un nombre incalculable de cochons qui engloutissaient tous les glands qu'ils trouvaient, ainsi que toutes ces choses dont dépendaient les Amérindiens et les animaux qu'ils avaient l'habitude de chasser pour se nourrir. La population des colonies augmentait rapidement. Il y avait un besoin croissant de nouvelles villes, de nouveaux champs et d'expansion. Or, les Amérindiens ont une chose que les Anglais veulent, leur terre. L'acquisition des terres soi-disant inoccupées qu'offrent les Amériques est une source constante de conflits avec les Indiens. Dans la société britannique, la terre est une denrée rare. Et le fait d'en posséder est à la fois une marque de prestige et une source de richesse. Pour les Indiens, la terre est une patrie. On s'y enracine au fil des générations et elle fait partie de votre identité. Ce n'est pas une marchandise qui peut s'acheter et se vendre. Pendant les 20 premières années d'existence de la colonie de Plymouth, Massasoit ne s'est jamais senti obligé de vendre des terres. Et les premières ententes conclues en ce sens lui semblent sans conséquence. Mais les Anglais se font vite de plus en plus pressants, et le vieux chef n'est pas en position de négocier. Le déclin des populations de castors sape la base de ses échanges avec les pèlerins, et ceux-ci n'ont plus besoin de lui pour agrandir leur réseau commercial. Il ne lui reste donc plus qu'à céder son territoire à ses alliés. Massasoit s'efforce d'obtenir le maximum des terres Wampanoag. Il commence par vendre une première parcelle contre 10 mesures de perles et un manteau. Mais au fil du temps, il demande plus. Des hachettes, des houes, des couteaux, des bouilloires en fer, des pots d'orignal, des fusils à mèche, des mètres de coton et des livres anglaises. Plusieurs anecdotes montrent que Massasoit est mécontent de la façon dont les choses évoluent. Par exemple, il accepte de vendre des terres à des colons de Rhode Island. Quand il le paie, il leur dit « ça ne suffit pas » et il leur rend tout. Mais ils refusent. Ils refusent de reprendre les cadeaux qui ont servi à payer. Et ils lui disent « vous ne pouvez pas nous rendre tout ça, c'est fini. Ce sont nos terres maintenant. » This land is now ours. Dans la course à la conquête de l'Amérique, les Anglais disputent le territoire aux Français, aux Espagnols, aux Suédois et aux Hollandais. Leur expansion est très rapide. Ils savent que le fleuve Connecticut est une des principales routes du commerce. Les Hollandais occupent déjà le bassin inférieur et ils veulent clairement contrôler le fleuve à partir du milieu de son cours. Avec l'afflux d'immigrants anglais dans les années 1630, la Nouvelle-Angleterre puritaine cesse d'être vulnérable. Elle devient une des puissances de la région. Mais en regardant vers l'ouest, les Anglais voient une autre grande puissance. Les Pécots sont un obstacle pour leur expansion. Au printemps 1637, Massasoit apprend qu'une armée levée par les colonies de la baie du Massachusetts et de Plymouth a éliminé les Pécots, la confédération la plus puissante de la région. Dans la bataille finale, à la grande horreur de leurs alliés indiens, les soldats anglais ont tué des centaines d'innocents, en incendiant un village sans défense. La guerre contre les Pécots a montré aux Indiens la sauvagerie dont étaient capables les Anglais. L'idée que 700 personnes, hommes, femmes et enfants, étaient morts dans l'incendie d'un fort était incompréhensible pour les Indiens. C'est un avertissement que Massasoit n'a pas oublié. Peu après l'extermination des Pécots,
Massasoit rend visite au gouverneur de la colonie de la baie du Massachusetts, John Winthrop. Il lui offre 16 peaux de castor et réaffirme ainsi sa vieille amitié avec les Anglais, dans l'espoir qu'ils continueront à honorer le traité de défense mutuelle signé des années auparavant. Massasoit compte sur ce tribut pour renforcer son amitié avec Massachusetts. Il est inquiet et il n'est pas le seul. Winthrop écrit dans son journal qu'après la guerre des Pequot, des dizaines de clans indiens viennent dans la colonie pour essayer de nouer des liens en disant « Nous voulons être vos amis, vos associés ou même vos sujets s'il le faut. » Ils ont peur. Le futur successeur de Massasoit, son fils cadet, naît à l'époque de la guerre contre les Pequot, presque 20 ans après l'arrivée des pèlerins. Il n'a jamais connu autre chose que la cohabitation avec les Anglais. Et ces deux noms témoignent de sa familiarité avec les deux cultures. Les Indiens l'appellent Metacom et les Anglais Philip. Il atteint l'âge adulte vers 1650, dans un monde différent de celui de ses ancêtres. Amateur de broderie anglaise et de wampum richement ornés, c'est un des rares Wampanoag à élever des cochons. Parmi ses amis proches, il y a des Indiens et des Anglais. Un voyageur anglais l'a décrit en train de marcher dans les rues de Boston, bardé de perles de wampum, témoignant de sa richesse et de son pouvoir, totalement à l'aise dans ce monde que les Anglais et les Amérindiens avaient créé ensemble. En grandissant, Philippe prend conscience de l'inquiétude croissante de son père. Massasoit a vu son territoire se rétrécir autour de la baie de Narragansett, et la maladie continuait de décimer les Wampanoag. Son vieil allié, Edward Winslow, est mort. Et les nouveaux dirigeants de Plymouth se souviennent à peine de l'époque où ils ont eu besoin de l'aide du grand Sachem. Quand les Anglais ont-ils perdu leur tolérance ? Quand ils sont devenus plus indépendants et qu'ils ont compris qu'ils n'avaient plus besoin des Indiens. À la même époque, dans les années 1650, ils ont fait une tentative pour convertir les Indiens au christianisme. Une façon de dire, pour vivre parmi nous, vous devez être comme nous. Nous ne pouvons pas vivre avec des gens différents de nous. En 1651, le missionnaire John Eliot fonde un village de prière, à Natick, dans le Massachusetts. À Natick, comme dans la dizaine de villages de prière qui vont suivre, on promet aux Indiens convertis au christianisme la sécurité physique et la vie éternelle, s'ils acceptent de se plier à un code moral édicté par les puritains. Les villages de prière ont été créés par les Anglais pour contrôler les Indiens. Ils obéissaient à des règles étrangères et les Indiens devaient tout faire à l'anglaise. Ils devaient rejeter tout ce qui était indien. Des traditions sacrées pour nos pères et les pères de nos pères depuis des temps immémoriaux et adopter le mode de vie anglais. En gros, ils devaient mépriser leur propre peuple. Les Wampanoag ont fini par penser, pour avoir ne serait-ce qu'une chance de survivre, nous devons au moins prétendre que nous sommes assimilés, que nous sommes chrétiens, quoi que ça puisse signifier. Sinon, ils nous extermineront tous. Pour devenir un membre à part entière de l'Église, il fallait raconter sa conversion face à la congrégation, qui décidait alors si cela suffisait pour que vous vous considériez comme sauvé. On a un ouvrage remarquable qui date de l'époque et qui s'intitule « L'arme de repentir ». Ce sont des Indiens de Natick qui racontent leur conversion en présence d'un comité de pasteurs. J'ai appris qu'il est honteux pour un homme d'avoir les cheveux longs et qu'une telle coutume n'existe pas dans les églises. J'ai d'abord pensé que je n'idolâtrais pas les cheveux longs, mais c'était faux, et j'ai eu beaucoup de mal à les couper. Alors j'ai prié Dieu pour qu'il me pardonne ce péché aussi.
Quand ils ont dit que le diable était mon Dieu, ça m'a mis en colère parce que j'étais fier. J'adorais prier une multitude de dieux. Et puis dans votre maison, j'ai eu plus envie d'entendre parler de Dieu. J'étais en colère contre moi-même, je me détestais et je pensais, Dieu ne me pardonnera pas mes péchés. Je vois que Dieu m'en veut encore de tous mes péchés. Il m'a infligé la mort de 3 de mes enfants. Et j'ai peur que Dieu soit toujours en colère, parce que j'ai beaucoup péché. J'ai peur que mes enfants n'aillent pas au paradis. Les missionnaires anglais exigeaient des Indiens bien plus que la simple expression d'une foi en leur Dieu. Ils se livraient à une offensive culturelle dont Massasoit savait qu'elle divisait de nombreuses communautés indiennes. Je pense que c'est pour ça qu'il a voulu freiner les missionnaires et mettre un terme à ce genre d'offensive. Au terme de son existence, Massasoit prend soin de stipuler dans les actes de propriété que les missionnaires chrétiens ne sont pas les bienvenus sur ce qui reste du territoire Wampanoag. Après avoir vu les Anglais grignoter les terres de sa tribu et saper l'autorité de son père, Philippe décide de faire un mariage d'intérêt. Il épouse une femme de pouvoir, la fille d'un chef qui s'est toujours opposé à l'alliance des Wampanoag avec les pèlerins. Massasoit se demandait sûrement quel monde il transmettrait à ses fils, à ses enfants. Je crois que dans les décisions prises à la fin de sa vie, il y a une part de résignation, une volonté d'endiguer l'offensive des Anglais contre les terres, la culture et la souveraineté indienne. Mais aussi l'espoir persistant que les choses s'arrangeraient et que la paix serait préservée. Car c'est ce qu'il voulait pour la Nouvelle-Angleterre, la paix. Massasoit meurt au début des années 1660, 40 ans après sa première alliance avec les pèlerins. Son décès coïncide avec l'arrivée au pouvoir d'une génération d'Anglais plus intransigeants. Des hommes comme Josiah Winslow, le fils d'Édouard, pressés de régler leur compte une bonne fois pour toutes avec les Wampanoag. Philippe, qui vient d'avoir 24 ans, succède à son père à la tête de la Confédération. Et tout d'un coup, c'était son tour. Il est devenu chef à un moment très complexe et dangereux, alors même que tout ce qui faisait notre société nous était enlevé. Le commerce de wampum déclinait, celui des fourrures aussi. Et les Anglais cherchaient sans cesse à acquérir davantage de terres algonquines. Pour une raison ou pour une autre, de plus en plus d'Indiens choisissaient de s'installer dans les villages de prière. Le monde qui avait vu naître Philippe s'écroulait autour de lui. Le jeune homme espère réussir un tour de force en ménageant à la fois ses alliés anglais et ce qu'il reste de la souveraineté Wampanoag. Il respecte les termes du traité de Massasoit, mais repousse avec la même vigueur que son père les efforts répétés des missionnaires puritains pour le convertir. « Je ferais un bien pauvre sachem si je me mettais à prier, dit-il. Tout le monde me piétinerait. » Il déclare également un moratoire sur les ventes de terre. Les autorités anglaises n'ont aucune raison de prendre des gants avec lui. Les Anglais avaient plusieurs façons de s'approprier les terres indiennes. Parfois, ils se contentaient de les saisir et réglaient les détails légaux après. Ils occupaient les terres afin de pouvoir les déclarer vacantes, puis ils en prenaient possession. D'autres fois, et on l'oublie souvent, ils encourageaient les Indiens à s'endetter.
Et comme les Indiens continuaient à être victimes de maladies et d'épidémies, ils s'endettaient surtout pour acheter des médicaments aux administrateurs anglais. Ces administrateurs en profitaient pour mettre la main sur les terres indiennes. Ils laissaient les dettes s'accumuler et ensuite, ils exigeaient d'être payés avec des terres. C'est devenu un mécanisme récurrent de dépossession des Indiens. Pendant des millénaires, les gens se sont dit « c'est ma terre ». Ma terre, c'est moi et je suis elle, parce qu'on vient d'elle et que c'est elle qui nous nourrit. Ceux qui meurent retournent à la terre et nous mangeons ce qu'elle produit. Quand on parle de la terre, on dit « Arki ». Mais quand je parle de ma propre terre, je dois dire « Natarkim ». C'est-à-dire, je suis physiquement la terre et la terre est physiquement moi. Environ 70 ans après l'arrivée des Européens, les gens ont commencé à écrire Natarki. C'est vraiment triste. Ça veut dire « je ne fais plus nécessairement partie de la terre. Ma terre et moi-même pouvons être séparés. » Il y a une érosion constante de la capacité des groupes tribaux à contrôler leur vie. Et dans les années 1660, Philippe se retrouve le dos au mur. En d'autres termes, si personne ne réagit, les Wampanoag et les Indiens en général seront totalement absorbés. En 1671, le bruit court que Philippe est exaspéré et qu'il se prépare à agir. Les dirigeants de Plymouth, en particulier le gouverneur Josiah Winslow, le somment de venir s'expliquer. Josiah Winslow n'éprouve pas la moindre curiosité envers ces gens avec qui il a grandi. Il les connaît depuis toujours et les considère comme un obstacle. Il n'a pas confiance en eux. Tout ce qu'il veut, c'est trouver une raison de déclencher la guerre afin de pouvoir les exterminer. You have you not, in recent times procured a great and unusual supply of both ammunition and provisions, planning an attack on us both here in Taunton and in other places? These charges against me are false. If you have no such designs, have your men hand over their weapons. Il n'avait que deux solutions. Soit il abandonnait ses armes, soit il avouait aux Anglais qu'en effet, il préparait la guerre. De deux mots, il a choisi le moindre. Avant de le laisser partir, les Anglais forcent Philippe à signer un document dans lequel il avoue avoir fait acte de déloyauté et promet de rendre toutes les armes en possession des Wampanoag. C'est un véritable tournant pour Philippe. Désormais, il est clair que les Anglais ne veulent pas seulement obtenir de plus en plus de terres et saper les valeurs économiques et spirituelles des Indiens. Ils veulent les assujettir. Ils ne sont plus traités comme des égaux ni comme des alliés. Ils sont traités comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Philippe ne tient pas à affronter les Anglais. Un conflit anéantirait l'alliance historique de son père et mettrait toute sa tribu en danger. Il ne reste qu'un millier de Wampanoag, dont près de la moitié vit dans des villages de prière. Le jeune chef manque cruellement de guerriers. Pourtant, il commence à chercher des alliés dans les tribus voisines et se constitue discrètement un stock d'armes. Sur ces terres de Mount Hope, tout près de ses amis anglais, il se débat avec l'énormité d'une guerre contre Josiah Winslow et la colonie de Plymouth. C'est un homme qui s'est retrouvé pris dans un contexte historique qui l'a amené à faire des choix très difficiles.
Comme beaucoup d'autres chefs indiens confrontés à la même situation, il a dû hésiter entre la guerre et la paix et tenter de peser le pour et le contre. C'est l'acte de trahison d'un de ses proches qui va lui forcer la main. En janvier 1675, son secrétaire particulier se rend à Plymouth pour prévenir le gouverneur Winslow que les Wampanoag préparent la guerre. 3 semaines plus tard, l'homme est retrouvé mort. Les Anglais arrêtent 3 des guerriers de Philippe qu'ils condamnent pour meurtre et font exécuter. Bien sûr, pour les Indiens, le meurtre d'un Indien par un Indien en territoire indien relevait des autorités indiennes. Face à cette atteinte évidente à leur souveraineté, les Wampanoag ont sûrement fait pression sur Philippe pour qu'il réagisse. L'été suivant, alors que les rumeurs de guerre enflent parmi les colons anglais, John Easton, le gouverneur adjoint de Rhode Island, rencontre Philippe pour lui donner un conseil d'ami. Quinnipiam, Philip. We thank you for coming over to speak with us. Our business is to try to prevent you from doing wrong. Matan pani asaman. Machaman nana kamaman. Wanisane ucha kwasawak. Mat wanisanak ut ninawan. We have done no wrong. We sinag ut ninawan. If you start a war against the English, much blood will be spilt. A war will bring in all Englishmen, for we're all under our own king. I urge you to lay down your arms, Philip, because the English are too strong for you. Then the English should treat us as we treated the English when we were too strong for the English. Les va-t-en-guerre Wampanoag refusent de croire que s'ils attaquent Plymouth, ils devront affronter toutes les colonies de la Nouvelle-Angleterre. Quelques jours après sa rencontre avec Easton, Philippe écrit à un vieil ami anglais installé à Swansea, près de Mount Hope. Il serait peut-être plus prudent de quitter la région. Lorsque ces guerriers passent à l'action, le grand Sachem est à leur côté. Il convainc les tribus voisines, y compris les anciens rivaux des Wampanoag, les Narragansett, de se joindre à eux contre la Nouvelle-Angleterre. C'est le début de ce que les Anglais appelleront la guerre du roi Philippe. Cette guerre est un conflit majeur. Elle a un impact très fort sur les sociétés de la Nouvelle-Angleterre, qu'elles soient indiennes ou blanches. À l'hiver 1676, sortir de Boston pouvait être une entreprise très dangereuse pour les Européens. Les Indiens ont remporté des victoires écrasantes sur les Anglais dans les premiers mois de la guerre. Ils saccageaient les villes, tuaient les gens et détruisaient tout. Ils gagnaient la guerre et les Anglais étaient sur la défensive. Le conflit s'est étendu au Connecticut, à Rhode Island et à l'est de New York. L'une après l'autre, toutes les tribus entraient en guerre. Les colons isolés se réfugient dans les grandes villes. Certains prennent le premier bateau pour l'Europe. Les plus alarmistes sont convaincus que les Indiens vont tous les pousser vers la mer. Les Anglais ne regardent plus du tout les Indiens de la même façon. Même ceux qu'ils côtoient, ces Indiens qui se sont convertis aux usages chrétiens et qui vivent dans les villages de prière, sont désormais considérés comme une 5e colonne en puissance. On les voit comme des individus prêts à changer de camp à tout moment. À l'arrivée de l'hiver, les colons bannissent des centaines d'Indiens chrétiens des villages de prière, hommes, femmes et enfants. Ils les ont conduits à marche forcée jusqu'au fleuve Charles, les ont mis dans des canoës et les ont laissés sur Deer Island, au beau milieu du port de Boston.
À cette époque de l'année, c'est un endroit balayé par des vents glacés. Plus de 300 ou 400 d'entre eux sont morts de faim et de froid. On ne leur a pas donné de couverture ni de nourriture, on les a juste abandonnés là. Le bilan de cette guerre interminable s'alourdit de mois en mois. Plus de 2000 Anglais sont tués et 25 villes sont détruites. Mais comme l'avait prévu John Easton, les colonies finissent par organiser une riposte conjointe. Début 1676, Philippe sent le vent tourner. Les puissants Mohawks, alliés de longue date des Anglais, massacrent presque 500 de ses hommes au cours d'une attaque surprise. C'est la fin de la Confédération. Un an après le début de la guerre, 5000 Indiens sont morts et des centaines de villages ont été réduits en cendres. Quant aux hommes, aux femmes et aux enfants qui ont survécu, ceux que Josiah Winslow appelle les malfaiteurs païens, ils sont embarqués sur des bateaux pour être vendus comme esclaves aux Antilles ou en Europe. Les tribus du sud de la Nouvelle-Angleterre sont anéanties. Elles ne contrôleront plus jamais leur destinée sur leur territoire. À l'été 1676, Philippe se retire chez lui, à Mount Hope, avec sa femme et ses enfants. Sa cause est déjà presque perdue. C'était un peu bizarre qu'il revienne à Mount Hope, alors qu'il y avait là-bas tous ces gens qui le cherchaient. Il s'est sciemment jeté dans la gueule du loup. Quand il revient à Mount Hope, il a déjà renoncé. Il vient là pour mourir. Ce n'est pas un héros militaire, mais une figure triste et poignante. Un homme rempli de chagrin à la fin de sa vie. Le 12 août 1676, des miliciens anglais et un Indien converti, John Alderman, surprennent Philippe et ses derniers partisans. Alderman a abattu Philippe et les Anglais l'ont démembré. Ils ont donné à Alderman sa main droite couverte de cicatrices en guise de trophée. Ses membres ont été répartis entre les différentes colonies, disséminés aux 4 vents. C'est une façon d'avertir les autres tribus indiennes. Voilà ce que les Anglais font aux rebelles et aux traîtres. Car il ne faut pas oublier qu'à leurs yeux, Philippe était un traître. Et c'est le sort que les Anglais du XVIIe siècle réservaient aux traîtres. L'héritier de Massasoit est mort et dépecé. Mais les colons ne veulent prendre aucun risque. Ils capturent le fils de Philippe, alors âgé de 9 ans, et l'enferment dans une geôle de Plymouth. Pendant que les autorités délibèrent pour savoir s'il faut le réduire en esclavage ou simplement l'assassiner, les puritains rendent grâce à Dieu. Le jour de Thanksgiving, le dernier jour de la guerre, la tête de Philippe arrive à Plymouth. L'installation de cette tête fichée sur un pieu au centre de la ville donne lieu à de grandes réjouissances. La tête restera là. Pendant 20 ans, alors que le fils de Philippe vit en esclavage aux Antilles, elle est exhibée à Plymouth pour inciter les Indiens à rester à leur place et rappeler aux Anglais que Dieu continue à veiller sur leur entreprise. Ce conflit ne pouvait vraisemblablement pas être évité, ni connaître d'autre issue. Mais pour la génération qui a précédé cette guerre, pendant un temps au moins, les choses ont été différentes.